La pluie tombait à torrents sur la route déserte, créant une mélodie lugubre qui se mêlait au bruit du moteur d'une voiture. Dans l'obscurité de la nuit, une lueur vacillante émanait du néon rouge d'un motel usé, le Refuge, situé à la périphérie de Toulouse. À l'intérieur, un homme entra, tremblant sous son imperméable, ses yeux fatigués, cherchant un répit dans cette oasis improbable de chaleur. Son nom était Julien Mercier, un homme ordinaire d'une quarantaine d'années, dont le sourire était devenu rare ces derniers temps. Il réglait sa note avec une main hésitante, tandis que le réceptionniste, l'air distrait, lui confia la clé de la chambre 39. Ce fut l'ultime contact humain qu'il aurait avant que le mystère ne s'épaississe. Alors qu'il gravissait les marches menant à son refuge temporaire, il ne savait pas qu'il laisserait derrière lui plus qu'une simple présence. Il disparaîtrait sans laisser de traces. La porte se referma avec un claquement sourd, isolant Julien dans un monde où ses pensées allèrent bientôt se déverser sur les murs grisâtres de la chambre. Mais pour combien de temps avant que les secrets ne commencent à se révéler? Les heures passèrent, les ombres s'allongèrent dans la chambre 39 et l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. À l'intérieur, le silence était troublé seulement par le grattement frénétique d'un stylo sur du papier. Julien, plongé dans une transe étrange, noircissait des pages entières avec des réflexions désordonnées et des mots qui semblaient lui échapper comme des cris étouffés. L'odeur de la moquette usée se mêlait à celle de la cigarette qu'il avait allumée pour se donner du courage, mais l'effet n'était que temporaire. Une angoisse sourde se faisait sentir, non seulement dans son esprit, mais aussi dans l'air lourd autour de lui. Ses pensées tourbillonnaient autour d'une réalité qu'il n'arrivait pas à saisir, une vérité insaisissable qui le rongeait lentement. Chaque mot, écrit, semblait être un appel à l'aide, une tentative désespérée de mettre de l'ordre dans le chaos qui l'envahissait. Sa main tremblait, alors qu'il traçait des phrases incohérentes, comme si elles pouvaient lui apporter une forme de clarté ou de rédemption. Pourtant, chaque ligne écrite ne faisait qu'approfondir le mystère de sa présence. Ici, l'horloge murale continuait à tic-tac, marquant le temps qui s'égrène, tandis que l'extérieur devenait étrangement silencieux, comme si le monde entier retenait son souffle en attendant ce qui allait se passer ensuite. Julien Mercier était un homme dont la vie semblait banale aux yeux des autres, mais qui cachait une profondeur insoupçonnée. Enseignant de littérature dans un lycée de Toulouse, il avait toujours été passionné par les mots, trouvant réconfort et évasion dans les pages des livres qu'il faisait découvrir à ses élèves. Cependant, derrière ce visage souriant, se cachait une mélancolie persistante, héritée d'un passé obscur. Sa récente séparation d'avec sa femme, Camille, l'avait laissé dévasté, un vide immense s'étant installé dans son quotidien. Leurs rituels autrefois joyeux s'étaient transformés en souvenirs douloureux qui le hantaient. Julien se perdait dans les couloirs de l'école, ses pensées souvent envahies par des regrets et des questionnements sans réponse. Malgré ses efforts pour maintenir une façade de normalité, il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Ce séjour au motel n'était pas simplement une évasion. C'était un dernier recours pour échapper à un monde qui lui semblait devenu étriqué et hostile. Il espérait trouver là-bas une forme de paix, ou peut-être même une inspiration. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que cette quête le mènerait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé, vers une réalité où il serait confronté à des vérités qu'il avait longtemps refoulées. Alors que la nuit s'étirait, des signes inquiétants commençaient à se manifester autour de Julien.
bien que lui-même ne s'en rendît pas compte. À l'extérieur, le vent se leva, bizarrement froid, comme une présage de malheur, et les ombres dansaient sur les murs du motel, projetées par la lumière vacillante des lampadaires. Les clients du motel murmuraient entre eux, leurs regards furtifs échappant parfois vers la chambre 39, où l'homme passait ses nuits à scribouiller avec frénésie. Des bruits étranges résonnaient parfois dans le couloir, un chuchotement lointain ou un léger grattement qui éveillait une angoisse sourde chez ceux qui y prêtaient attention. Les employés du motel échangeaient des regards inquiets. Ils avaient remarqué que Julien restait enfermé pendant des heures sans jamais sortir. Le réceptionniste, un homme âgé aux cheveux grisonnants, ressentait un malaise croissant face à cette situation étrange qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Un soir, il se décida à frapper à la porte de la chambre pour s'assurer que tout allait bien. L'absence de réponse ne fit qu'accroître son inquiétude. Dans le fond de son esprit, une petite voix lui soufflait que quelque chose clochait. Les mots du client griffonnés sur le papier semblaient peser plus lourd qu'un simple récit. C'étaient des cris d'alarme déguisés en prose. Une tension électrique flottait dans l'air, annonçant un danger imminent dont Julien n'avait pas encore conscience. Dans l'obscurité de la chambre 39, un souvenir surgit soudainement dans l'esprit de Julien. Tel un éclair dans une nuit orageuse, il se revit, des années auparavant, assis à une table de café avec Camille, son sourire rayonnant alors qu'ils parlèrent des rêves qu'ils partageaient. Les éclats de rire résonnaient autour d'eux, tandis que les promesses d'une vie commune prenaient forme dans leur imaginaire. Mais ce souvenir s'estompait rapidement, remplacé par le poids écrasant de la réalité. Leurs espoirs s'étaient dissous dans les disputes et les malentendus. Ce moment heureux était devenu une épine enfoncée profondément dans son cœur, lui rappelant ce qu'il avait perdu. L'angoisse face à cette perte se mêlait à la peur de l'avenir. Julien se sentait piégé entre deux mondes, celui du passé idéal et celui du présent chaotique. Ce flashback lui faisait comprendre que son besoin pressant d'écrire n'était pas seulement un exutoire, mais également une quête pour retrouver un sens à ce qui lui échappait. Dans cette chambre isolée, il cherchait désespérément à donner un sens à sa douleur, à ses erreurs, espérant que le déversement de ses pensées pourrait l'aider à sortir des ténèbres qui menaçaient de l'engloutir. Pourtant, il ne réalisait pas que ces mots prendraient bientôt une tournure inattendue, plongeant davantage dans les profondeurs d'un mystère qui le dépassait. À l'autre bout de la ville, une silhouette familière se dessinait dans l'esprit de ceux qui connaissaient Julien. Émilie, une collègue de travail au lycée, avait toujours eu un faible pour lui. D'un naturel empathique, elle avait observé son déclin émotionnel avec inquiétude. Émilie était une femme d'une trentaine d'années, pleine de vie et passionnée par son métier, mais elle portait aussi le poids de ses propres blessures. Sa fascination pour Julien était née d'une admiration profonde pour son intelligence et sa sensibilité, mais elle avait également perçu ses vulnérabilités. Chaque jour à l'école, elle voyait comment il s'efforçait de cacher sa peine derrière un masque de normalité, et son cœur se serrait en voyant un homme brillant sombrer lentement dans l'ombre. Émilie savait qu'il avait traversé des épreuves difficiles depuis sa séparation. Elle avait tenté à plusieurs reprises de lui tendre la main, mais Julien restait distant, enfermé dans sa douleur, comme un naufragé sur une île déserte. Ses tentatives de contact étaient souvent accueillies par des silences pesants ou des sourires fatigués qui ne faisaient qu'accentuer la distance entre eux.
Cette situation la perturbait profondément. Elle voulait l'aider, mais elle se sentait impuissante face à son désespoir croissant. En traversant les couloirs du lycée chaque jour, elle ressentait une inquiétude persistante qui la poussait parfois à envisager de le suivre discrètement après les cours pour s'assurer qu'il allait bien. Ce qu'elle ignorait, alors, c'était que cette préoccupation la plongerait bientôt dans un tourbillon d'événements imprévus et déroutants, car les fils invisibles qui reliaient leur vie seraient bientôt confrontés à une tragédie dont personne ne sortirait indemne. La chambre 39, un endroit apparemment banal, au sein du motel Le Refuge, prenait une tournure sinistre alors que les heures s'écoulaient. Les murs étaient ternis par le temps, et la moquette, usée par des décennies de pas anonymes, portait des odeurs de cigarettes mêlées à celles des produits de nettoyage bon marché. Les lumières clignotantes des enseignes extérieures projetaient des ombres inquiétantes à l'intérieur, créant une ambiance propice aux pensées sombres qui tourmentaient Julien. Sur le bureau en formica, des feuilles de papier, éparpillées, étaient couvertes d'une écriture fiévreuse, tandis qu'un cendrier débordait de mégots témoignant d'une agitation croissante. À l'extérieur, la pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres, rendant l'atmosphère encore plus claustrophobique. La nuit était tombée comme un couvercle sur le monde extérieur, et les rares clients du motel se retrouvaient souvent englués dans leurs propres préoccupations. Personne ne se doutait que derrière cette porte fermée se cachait un homme en lutte avec ses démons intérieurs. Pourtant, quelque chose d'inexplicable flottait dans l'air. Une tension palpable qui suggérait que le calme avant la tempête n'était qu'un leurre. À mesure que la nuit avançait, un sentiment d'angoisse s'intensifiait dans l'atmosphère déjà lourde. La chambre semblait presque vibrer sous le poids de secrets inavoués. Julien était désormais conscient d'une sensation étrange, celle d'être observé. L'idée germait lentement dans son esprit qu'il n'était pas seul dans cette pièce close, que quelque chose ou quelqu'un attendait juste au-delà du seuil pour s'immiscer dans sa réalité troublée. Cette chambre, censée être un refuge temporaire, où il espérait trouver la paix, avait commencé à se transformer en une prison dont il ne savait comment sortir. Le lendemain matin, la lumière du jour filtra à travers les rideaux poussiéreux de la chambre 39, révélant un chaos silencieux. Julien avait disparu, laissant derrière lui une scène troublante qui ne pouvait que susciter des interrogations. Les employés du motel, inquiets de son absence prolongée, décidèrent finalement d'ouvrir la porte de sa chambre après avoir frappé plusieurs fois sans réponse. Ce qu'ils découvrirent y les plongea dans un état de choc. Le lit était fait, mais les murs étaient couverts de ces notes éparpillées, des phrases désordonnées et des mots enchevêtrés qui témoignaient d'une agitation croissante. L'obscurité s'était installée dans le cœur de cette pièce, et l'absence de tout signe évident d'un départ précipité ne faisait qu'accentuer le mystère. La police fut rapidement alertée et arriva sur les lieux pour enquêter. Les enquêteurs examinèrent minutieusement la chambre, notant l'absence totale d'effraction. Aucune fenêtre n'était ouverte, aucune porte forcée. C'était comme si Julien n'avait simplement disparu dans un vide inexplicable. Les agents prirent des photos des murs couverts d'écritures frénétiques. Des mots tels que « sauver »,« révélation » et « culpabilité » se détachèrent parmi d'autres phrases plus obscures. La situation devenait de plus en plus bizarre. Chaque détail semblait raconter une histoire inachevée. En creusant davantage dans son emploi du temps, les enquêteurs
établirent une chronologie des événements précédant sa disparition. Ils découvrirent que Julien avait quitté l'école prématurément quelques jours auparavant, sans explication claire, et s'était dirigé vers le motel avec une hâte inexplicable. Ses collègues avaient remarqué son comportement étrange ces derniers temps. Distrait et engagé dans des conversations intérieures avec lui-même. Mais personne n'aurait pu prédire qu'il prendrait une telle décision désespérée. À mesure que les heures passaient et que la tension montait autour de cette enquête mystérieuse, la question qui hantait tous ceux qui l'entouraient était « Où était passé Julien Mercier ?» L'enquête s'intensifiait alors que les jours passaient sans que Julien Mercier ne donne de nouvelles. Les policiers, d'abord perplexes, commencèrent à interroger les personnes qu'il avait côtoyées au lycée. Émilie, la collègue préoccupée, fut l'une des premières à être convoquée. En entrant dans le bureau de l'enquêteur, elle ressentait un mélange d'angoisse et de désespoir. Elle avait tant voulu aider Julien, mais maintenant, elle se retrouvait au centre d'un mystère dont elle ne pouvait qu'effleurer les contours. Les interrogatoires mettaient en lumière des incohérences dans les témoignages des collègues. Certains affirmaient avoir remarqué un changement radical dans son comportement, tandis que d'autres le décrivaient comme tout à fait normal quelques jours avant sa disparition. Émilie évoqua une conversation qu'ils avaient eue au sujet de ses écrits. Elle se souvenait qu'il semblait obsédé par une idée, parlant de révélation et de l'écriture comme catharsis, mais la police ne tarda pas à découvrir un autre aspect troublant. Plusieurs des enseignants qui avaient travaillé avec lui mentionnèrent des tensions croissantes avec certains élèves, des conflits qui auraient pu alimenter un sentiment de précarité chez Julien. Parallèlement, le personnel du motel témoigna également lors des auditions. Le réceptionniste se remémora avoir vu une silhouette étrange rôder autour de la chambre 39 la nuit précédant la disparition de Julien. Il décrivit un homme à l'air mystérieux, vêtu de noir et portant un chapeau qui masquait ses traits, ce qui éveilla les soupçons des enquêteurs sur une possible implication extérieure dans cette affaire déjà complexe. Chaque récit ajoutait une couche de confusion à l'intrigue. Les fils du récit commençaient à s'entrelacer de manière imprévisible. La tension monta encore d'un cran lorsque les proches de Julien révélèrent qu'il avait reçu des appels anonymes quelques jours avant sa fuite, des communications qu'il avait visiblement perturbées sans qu'il en ait jamais parlé ouvertement. L'atmosphère était chargée d'incertitude et le temps jouait contre eux. Chaque minute perdue renforçait l'angoisse d'une issue tragique pour celui qu'ils cherchaient désespérément. Alors que l'enquête continuait de s'intensifier, les enquêteurs décidèrent de faire appel à des experts afin de mieux comprendre le comportement de Julien et les éléments troublants de son écriture. Le docteur Claire Fournier, une psychologue criminelle reconnue, fut appelée pour analyser les notes laissées dans la chambre 39. À son arrivée, elle fut frappée par l'intensité des mots couchés sur le papier, des phrases qui témoignaient d'une colère refoulée, d'un désespoir profond et d'une lutte intérieure qui semblait avoir atteint un point critique. En examinant minutieusement les écrits, elle nota la répétition obsessive de termes liés à la fuite et à la recherche de vérité. Échapper, sauver, révélation. Ces mots sautaient aux yeux, comme des cris désespérés. Le docteur Fournier souligna qu'il était évident que Julien traversait une crise existentielle majeure, cherchant peut-être à se libérer d'un poids insupportable.
Elle évoqua également la possibilité qu'il ait été confronté à des événements traumatisants récents qui auraient pu déclencher cette spirale descendante. Dans ses discussions avec les enquêteurs, elle expliqua que ce type d'écriture compulsive pouvait souvent être le signe d'un individu en proie à une dépression sévère ou à un trouble anxieux, mais que cela pourrait aussi indiquer qu'il avait découvert quelque chose de dangereux ou de compromettant. En outre, elle mit en garde contre l'idée qu'il aurait pu être victime d'une manipulation psychologique par une tierce personne, une possibilité qui ne faisait qu'ajouter une couche supplémentaire de mystère à l'affaire. Le docteur Fournier suggéra également d'explorer davantage son passé et ses relations interpersonnelles, insistant sur le fait que chaque interaction pourrait contenir des indices cruciaux pour comprendre son état d'esprit au moment de sa disparition. Les enquêteurs prirent note de ces observations, conscients qu'ils avaient besoin non seulement de résoudre le mystère immédiat entourant la disparition de Julien, mais aussi de déterrer les vérités enfouies derrière un homme apparemment ordinaire, devenu soudainement introuvable. La complexité croissante du cas éveillait en eux un sentiment d'urgence. Quelque chose dans l'ombre menaçait toujours d'être révélé, et ils s'étaient déterminés à percer ce mystère avant qu'il ne soit trop tard. Alors que l'enquête progressait lentement, les médias commencèrent à s'emparer de l'affaire, attirant l'attention du public sur la mystérieuse disparition de Julien Mercier. Les chaînes de télévision diffusaient des reportages sur son cas, tandis que les journaux s'enflammaient avec des titres accrocheurs. Un enseignant disparaît sans laisser de traces, et Chambre 39, le mystère qui hante un motel. Les réseaux sociaux s'emballaient également, alimentant une frénésie autour de l'histoire, avec des internautes partageant leurs propres théories et spéculations. Lors du premier jour d'audience au tribunal, l'avocat de la défense tenta de dresser un portrait positif de Julien, soulignant son engagement en tant qu'enseignant et sa passion pour la littérature. Il évoqua ses interactions chaleureuses avec ses élèves et ses collègues, espérant convaincre le jury que sa disparition était plus complexe qu'un simple acte de désespoir. De l'autre côté, le procureur mettait en avant les éléments troublants découverts dans la chambre 39, son écriture compulsive et les appels anonymes qu'il avait reçus. Il suggéra que Julien aurait pu être entraîné dans un tourbillon dangereux, potentiellement lié à une menace extérieure. Émilie, présente dans la salle d'audience, éprouvait une douleur sourde à chaque mot prononcé. Elle savait que derrière les arguments juridiques se cachait un homme en détresse, mais elle se sentait impuissante à défendre son souvenir contre la perception biaisée qui émergeait. Alors que les témoignages défilaient, elle avait l'impression que le véritable Julien était en train d'être effacé par cette lutte juridique où chacun tentait d'exploiter son histoire pour des raisons personnelles. Les débats prenaient une tournure dramatique lorsque des témoins clés furent appelés à la barre. Certains évoquaient leurs craintes face au changement soudain dans le comportement de Julien. D'autres mentionnaient des rumeurs sur des conflits avec des élèves. À chaque révélation, le public semblait se diviser entre ceux qui plaidaient pour sa réhabilitation et ceux qui voyaient en lui un homme aux prises avec ses démons intérieurs. La tension montait alors que chaque partie tentait de contrôler le récit autour de sa disparition, transformant cette affaire tragique en une bataille médiatique où le vrai visage de Julien risquait d'être perdu dans le tumulte des opinions contradictoires. Alors que le procès battait son plein, une tournure inattendue survint lorsque le corps de Julien Mercier fut retrouvé flottant dans la rivière proche du motel. L'annonce
choqua et bouleversa la communauté. Les enquêteurs, qui avaient retravaillé sans relâche pour comprendre sa disparition, se retrouvèrent nez face à une nouvelle réalité tragique, à mesure que les détails entourant sa mort émergeaient. Il devint évident que ce n'était pas un accident. Les résultats de l'autopsie révélèrent des traces de substances toxiques dans son système, soulevant des questions sur d'éventuelles manipulations extérieures. L'angoisse se transforma en colère, alors que les preuves accumulées au fil de l'enquête commençaient à s'imbriquer. Des témoins révélèrent que Julien avait été vu en compagnie d'un individu mystérieux juste avant sa disparition. L'homme vêtu de noir, dont le réceptionniste avait parlé lors de ses premiers témoignages. Ce dernier était un ancien élève dont la vie avait pris un tournant tragique après avoir été exclu du lycée pour des comportements violents. L'enquêteur a mis alors la main sur des échanges numériques entre lui et Julien, où affleuraient des menaces voilées et une tension palpable. Durant le procès qui suivit, le procureur présenta ces éléments comme preuve d'une obsession malsaine, alimentée par des rancœurs passées. L'avocat de la défense tenta de défendre l'idée que Julien avait été victime d'un harcèlement qui l'avait poussé à fuir plutôt qu'à faire face aux vérités qui l'assaillaient. En fin de compte, cette confrontation finale révéla non seulement la complexité des relations humaines, mais aussi les conséquences désastreuses des secrets non partagés et des luttes internes. La communauté, ébranlée par cette tragédie, commença à se rassembler pour honorer la mémoire de Julien. Émilie prit la parole lors d'une vigile en son honneur, exprimant sa profonde tristesse, mais aussi sa détermination à faire en sorte que son histoire ne soit pas oubliée. Elle évoqua l'importance d'écouter ceux qui souffrent en silence et d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. La révélation des circonstances entourant sa mort ne marqua pas seulement un chapitre sombre dans l'histoire locale. Elle incita également un mouvement vers une plus grande sensibilisation aux problèmes de santé mentale chez les enseignants et les élèves. Ainsi, l'affaire de Julien Mercier demeura gravée dans les mémoires comme un avertissement sur les dangers d'ignorer les signaux d'alarme qui crient dans le silence. Un appel poignant à l'empathie et à la compréhension dans un monde souvent indifférent aux luttes invisibles qui nous entourent.